Avec nous en plateau, Emmanuel Rivière. Bonjour et merci de répondre à France 24. Vous êtes politologue et directeur international des études politiques de l'Institut de sondage Kantar Public. Jean-Luc Mélenchon disait hier soir que Emmanuel Macron était le président le plus mal élu de la Ve République. Est-ce que c'est vrai en nombre de voix et qu'est-ce que ça augure pour la suite ? Ouais, c'est vrai, en fait, en pourcentage sur les inscrits, en nombre de voix, et encore, Georges Pompidou a fait un tout petit peu moins bien en 1967 dans ce duel qui l'opposait à Alain Poher. Bon, il y a évidemment une instrumentalisation politique de tout cela, mais c'est la résultante de ce qu'on a constaté au premier tour. Il y a une France qui est coupée en trois et qui est invitée à se projeter dans un choix binaire entre le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce qui laisse une certaine France orpheline. Ça pose évidemment la question de la suite. Et la suite, elle a démarré dès hier, puisque et Marine Le Pen, comme vous venez de le rappeler dans votre sujet, et Jean-Luc Mélenchon ont voulu brandir la hache de guerre de la prochaine compétition, qui est la compétition des législatives, où ils semble vouloir entretenir l'espoir d'imposer une majorité qui ne serait pas la majorité d'Emmanuel Macron, avec cette difficulté que la France elle est toujours coupée en trois. Oui. Et donc il ne s'agit pas d'avoir une majorité contre, il faut que les contre puissent s'unir. Les législatives, elles donnent forcément l'avantage au parti présidentiel ? Jusqu'à présent, lorsque les législatives ont immédiatement suivi la présidentielle, ça a toujours été le cas. Il y a l'exception de 1988 où le Parti socialiste n'avait pas la majorité absolue. Il a fallu trouver quelques alliés pour constituer une majorité pour le Premier ministre Michel Rocard et le président Mitterrand. Mais ça a toujours fonctionné depuis la mise en place du quinquennat comme une élection de confirmation. Après, les leçons de ces dernières années, c'est que ce qui n'était jamais arrivé, finalement, finit par arriver. La réélection d'un président sans avoir subi de cohabitation, ça n'était jamais arrivé, c'est arrivé. Et toute la question va être de savoir comment reconstituer la majorité. Alors après, il y a une circonstance qui est quand même pas anodine, c'est que dans l'Assemblée sortante, le principal groupe d'opposition, c'était la centaine de députés Les Républicains. Les grands absents d'hier soir. On a entendu Marine Le Pen, on a entendu Jean-Luc Mélenchon. Quel est le ténor des Républicains appelant à la bataille pour les législatives ? Ce que l'on constate au contraire, c'est qu'un certain nombre de Républicains pourraient être tentés. Oui, il y a un débat là qui s'installe chez les Républicains. Faut-il rejoindre Emmanuel Macron ou pas ? Exactement. Et du coup, ça donnerait des chances supplémentaires de reconstituer une majorité, avec un risque de fronde un peu plus présente cette fois-là qu'en 2017. Ce qui ne s'est pas produit. Effectivement, on a eu, mais de fait, on a eu aussi 5 ans de vie parlementaire un petit peu atone de ce point de vue-là. Quel était le grand moment parlementaire, ces moments décisifs où il fallait à toute force convaincre une majorité? Et ça, c'est aussi une des questions qui est posée par le quinquennat, celui de la disparition du Parlement comme organe de décision. Il y a la droite, il y a la gauche aussi. Est-ce qu'on connaît la part de report des voix de Mélenchon à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen ? Et est-ce que Emmanuel Macron peut dire merci à Jean-Luc Mélenchon ? Oui, il le peut, parce que... Alors, il peut dire merci aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, oui, mais il s'est positionné. Oui, il s'est positionné. Mais il se trouve que, par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon peut dire merci à un certain nombre d'électeurs qui, un mois plus tôt, ne songeaient pas à voter pour lui et qui se sont dit c'est notre seule chance d'être au second tour. Ce qui explique, à mon avis, aussi les bons reports qui sont à peu près, on va dire, un petit peu moins de la moitié s'est abstenu. Un petit peu moins de la moitié a voté pour Emmanuel Macron et il y a environ un électeur sur 6 qui est allé sur le choix de Marine Le Pen, par opposition sans doute, principalement à Emmanuel Macron. Mais naturellement, le président élu hier soir doit considérer que dans la majorité qu'il a mis largement devant Marine Le Pen, même si c'est pour Marine Le Pen un record que d'avoir ces 13 millions de voix, il y a une composante qui vient de la gauche et qui ne peut pas ignorer. Et, on n'est pas dans un vote d'adhésion à Emmanuel Macron, un vote du coup contre Marine Le Pen. Ça a été un vote de résignation finalement ? Oui, mais rappelons-nous que c'était déjà le cas il y a 5 ans. Hein. Il y avait aussi un très fort vote d'opposition à Marine Le Pen dans ce duel qui déjà l'opposait à la présidente du Front National. Sauf que il y a 5 ans, il y avait des interrogations sur Emmanuel Macron, des doutes. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il représente exactement ? Alors, est-ce qu'il saura gouverner ? Parce qu'il n'y avait pas de passé électif. Il avait une expérience ministérielle relativement courte. Là, c'est différent en fait. C'était un vote
qui était par moments résigné chez ceux qui voulaient avant tout s'opposer à Marine Le Pen. Il y a un point qu'on a un tout petit peu oublié pendant cette campagne, c'est que s'il y a eu beaucoup d'opposition à Emmanuel Macron qui a agacé, déçu, dont la personnalité et l'image n'est pas très bonne, il y avait quand même aussi des soutiens. Et dans notre baromètre, le baromètre Kantar Public et Epoca pour le Figaro Magazine, Emmanuel Macron finit son mandat, on l'a mesuré au début du mois d'avril, avec un des plus hauts niveaux de popularité de toute la Ve République. Mais du rejet aussi. Mais du rejet. Est-ce que ça a été la même chose en 2002 avec Jacques Chirac qui était face à Jean-Marie Le Pen, ou est-ce qu'il y avait moins de gêne finalement pour voter pour lui, moins de blocage? En 2002, il y avait une sidération. C'est-à-dire qu'on n'avait tellement pas vu venir Jean-Marie Le Pen et qu'un certain nombre d'électeurs, peut-être avec un petit peu de mauvaise conscience d'ailleurs vis-à-vis de Lionel Jospin, ont voulu faire quelque chose, on l'a vu dans la rue d'ailleurs, quelque chose qui ne s'est pas du tout reproduit, ni en 2017, ni en 2022, des mobilisations très importantes pour dire non à l'extrême droite et à Jean-Marie Le Pen, les 82% en faveur de Jacques Chirac, une unanimité, avec une volonté aussi d'écraser presque Jacques Chirac sous les voix de gauche, bon, dont il n'a pas, d'ailleurs, on n'a pas vu grande trace par la suite dans l'exercice de son quinquennat. Et très rapidement, c'est un bon point à rappeler, la popularité de Jacques Chirac a faibli très vite au début de ce deuxième mandat, son premier quinquennat. Il a reconstitué un petit peu d'état de grâce fin d'année 2002 dans son opposition à la guerre en Irak. Mais c'est vrai qu'il n'était pas soutenu par une majorité. Il démarre son quinquennat avec un niveau de confiance qui était autour de 50%, qui est très faible pour un président élu. Ça veut dire aussi pour Marine Le Pen qu'elle n'est plus perçue comme l'héritière de Jean-Marie Le Pen, n'est plus perçue comme une candidate d'extrême droite? Il y a vraiment les deux lectures. C'est-à-dire que à la fois, dans nos enquêtes, on passe, par exemple, il y a 5 ans, 55% des gens nous disaient « jamais, jamais je ne pourrais voter pour Marine Le Pen ». Il y a quelques semaines, c'était 45%. Il y a 5 ans, elle était considérée dans notre baromètre pour Le Monde et France Info sur l'image du Rassemblement national comme la représentante de l'extrême droite. Cette proportion est tombée à 40%. Mais ces 40% ont aussi suffi, parce que ça émane beaucoup des électeurs de gauche, à faire en sorte qu'ils se disent non, on ne peut pas laisser faire ça. Donc il y a toujours un front républicain, c'est-à-dire un mécanisme où on se dit, quel que soit son opposant, on ira voter contre le Rassemblement national parce qu'on ne veut pas de cela au pouvoir. Mais numériquement, en revanche, ce front s'est étiolé. Le mécanisme existe toujours, mais il est moins répandu. Il est moins répandu dans les Antilles notamment. Marine Le Pen est arrivée, elle était persona non grata il y a 5 ans, sans compter son père, l'image de son père, et puis Jean-Marie Le Pen, lui, était complètement rejeté dans les dom-toms. Comment elle fait pour éclater les scores à ce point-là? Elle est à 60% en Martinique, je crois. C'est l'effet passe sanitaire? Certainement, je pense qu'il y a plusieurs effets. Marine Le Pen avait déjà progressé en 2017 dans les dom-toms, notamment par rapport au très faible score que faisait son père. Je pense qu'elle a réussi à améliorer son image et effectivement, probablement, était-elle moins considérée comme raciste au sens le plus littéral du terme, comme pouvait l'être Jean-Marie Le Pen. À cela s'ajoute l'extrême exaspération que ces territoires ont ressenti à l'égard de la politique de mise en place du pass vaccinal, mais qui renvoie à une réalité plus structurelle, le sentiment d'être abandonné, le sentiment que lorsqu'on parle de la France, on ne semble pas parler de ces territoires-là, le sentiment d'éloignement avec la centralité d'un pouvoir situé à Paris, ce qui vaut aussi dans un certain nombre de régions françaises, vaut encore plus dans ces régions qui se sentent tellement éloignées et tellement parfois peu considérées par ce qui se décide à Paris. Donc rien à voir avec du racisme finalement? Je pense que cette dimension-là n'a pas été présente, en tout cas dans les quelques 70% qui, si je ne m'abuse, ont donné leur voix à Marine Le Pen dans certaines de ces régions. En tout cas, on a entre 60 et 70% en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion, ce qui est évidemment considérable, alors que effectivement, c'était des territoires qui avaient assez peu voté pour Marine Le Pen au premier tour, ayant préféré Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'on est passé de Mélenchon à Le Pen en 2 semaines. Est-ce que vous mesurez l'intérêt des médias étrangers pour cette élection présidentielle chez Kantar? Oui, très bien, parce qu'on est assez identifié comme un groupe international, donc on a beaucoup de demandes, et notamment parce qu'il y avait cette interrogation de la possibilité que cette fois-ci, un pays qui évidemment pèse en Europe d'un poids extrêmement important, puisse basculer, puisque c'est comme ça que c'est vécu à l'étranger, dans un contexte où par ailleurs c'est pas anodin de savoir si un pays peut être dirigé par une dirigeante considérée comme populiste, anti-européenne,
ayant été dans le passé assez proche de Vladimir Poutine, donc cette élection était scrutée de la manière la plus attentive qui soit. Bon, on verra ce qu'en dit l'Europe. Merci beaucoup Emmanuel Rivière de nous avoir accordé cette interview.